Et si aujourd'hui, ensemble, on se donnait le droit de rêver? Aujourd'hui à revue, 10 choses qui pourraient améliorer le cinéma moderne. Et ça commence maintenant. Le premier point pour moi est tout à fait logique. C'est une évidence absolue. Le sexe. Depuis quand il n'y a plus de gens qui tombent en amour dans des films? C'est quoi ça? Ah non, parce que maintenant, tomber en amour dans un film, c'est tabou. Tout le monde, il est asexué dans les blockbusters. On peut-tu me l'expliquer, celle-là? Et je vous parle même pas que la scène d'amour qui a fait le plus jaser dans les dernières années, c'est une scène avec Zendaya dans un film de tennis. J'ai-tu manqué quelque chose, moi, là? Depuis quand le monde s'aime plus et qui a décidé que le monde ne s'aimerait plus au cinéma grand public? C'est correct de tomber en amour, ça arrive, là. Même Dalton dans Roadhouse tombait en amour. Voyez, même les gros durs ont un cœur tendre. Et je vous en prie, faut être cool. Et ça m'amène sur un autre point important. La mort des comédies romantiques. Il y a plus ou presque plus de comédies romantiques qui sortent au cinéma. Parce que les comédies romantiques, sans être un des plus grands fans du genre, OK, c'est un mal nécessaire. C'est correct d'aller au cinéma regarder une comédie romantique. Parce que après, ça va être correct pour elle de te rendre l'appareil et d'aller voir un gros film de beauf. Et là, tout d'un coup, les cinémas, ils viennent de vendre 4 places au lieu d'une. Ils avaient leur importance, les comédies romantiques, OK? Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça. Mais ça avait un but dans l'univers cinématographique. Je pense que le public a le droit de voir deux belles personnes tomber en amour et consommer leur amour. Parce qu'en passant, il y en a certains d'entre vous qui diront peut-être dans les commentaires « Ouais, mais la génération d'aujourd'hui, les culs et les nibards, ça les intéresse pas vraiment. » Je connais aucune génération que les culs et les nibards, ça les intéresse pas. Et mesdemoiselles, vous me direz pas que c'est le talent d'acteur de Chris Hemsworth qui vous pousse à regarder les films tard. Voyez ce que je veux dire? Il rejoue Titanic? Oh. Il nous regarde? Ouais. Mon deuxième point, et celui-là sera plus complexe à expliquer, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Il est où, Spielberg? Ben, Steven Spielberg. Le mec, OK, entre 1980 et 1993, a sorti tous ces films-là. Les Aventuriers de l'Arche perdue, E.T., La quatrième dimension, Le Temple maudit, La couleur pourpre, L'Empire du Soleil, La dernière croisade, Always, Hook, Jurassic Park, Schindler's List. Voyez ce qu'un gars à qui on dit « Fais ce que tu veux, v'là de l'argent » réussit à faire sur une période de 13 ans? Et si le gars a moindrement de talent, là, il risque d'avoir d'excellents films là-dedans. Là. Dans les années 80, on vivait dans le monde de Spielberg. On était juste passagers de son imaginaire et on était chanceux de l'être. Maintenant, faites l'exercice de me trouver un réalisateur qui a été aussi productif en nombre de films et en qualité des films produits sur une période de 13 ans. Il n'y en a pas. Certains ont fait 4 ou 5 films en 13 ans. D'autres en ont fait 6 ou 7 peut-être. Personne n'a sorti autant de films et autant de films de qualité sur une si courte période. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, selon moi, selon mon humble opinion bien sûr, c'est que les studios ne font plus confiance au talent. Non, avoir du talent et des idées, ce n'est plus assez maintenant. Faut que tu sois comptable agréé. Faut que tu répondes à un public cible. Faut que tu aies une stratégie de mise en marché. Faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Pensez-vous sincèrement que Steven Spielberg se disait en faisant un film, je vais faire ce film-là, je vais raconter cette histoire-là parce que les gens voudraient que je raconte cette histoire-là? Non, le gars racontait une histoire et il disait aux gens, vous allez aimer ça parce que c'est moi qui vous raconte l'histoire. Je sais, la créativité et le talent versus le pognon, c'est toujours complexe. Mais si ces gens-là du studio, OK, avaient un once de jugeote, OK, ils donneraient du vrai pognon à des vrais créatifs et leur diraient « Allez vous amuser ». Parce que les enterrer en dessous de tableaux Excel remplis de statistiques qui devraient prévoir ce que les gens vont aimer alors qu'ils n'ont même pas encore tourné une image du film, ah ben c'est de la merde. En plus, je pourrais argumenter que ça ne fonctionne pas. Je pense sincèrement que nous, les gens, on ne sait pas ce qu'on va aimer tant et aussi longtemps qu'on ne nous le donne pas. Donc, continuez de nous donner ce qu'on pense qu'on va aimer et vous allez vous rendre compte qu'on ne sait pas ce qu'on aime. Il a choisi
bien mal. Maintenant, un truc qui est drastiquement différent selon moi des années 80, c'est les bandes-sons. Si je vous dis Top Gun, Footloose, Dirty Dancing, Rocky 3, Cocktail, Flashdance, Retour vers le futur, Ghostbusters, I ain't afraid of no ghosts. Breakfast Club, et là, j'en ai juste nommé quelques-uns, hein, les plus connus. Mais tous ces films-là ont une chanson dont tout le monde ou presque se souvient. Faisons l'exercice inverse maintenant. Madame Web, Borderlands, Ant-Man in the Quantum Mania. Voyez ce que je veux dire? La musique et le cinéma, selon moi, c'est deux formes artistiques qui se complètent. Donc, une collaboration entre les deux genres, entre des artistes musicaux et des réalisateurs ou une production cinématographique, c'est tout à fait normal. Même que c'est encouragé. Avouez que c'est quand même dommage que maintenant les films sortent et qu'on n'a pas ces énormes chansons qui sortent avec les films, quoi. Oui, il y a eu Top Gun et Lady Gaga, je m'en souviens aussi. Je vous dis juste qu'avant, c'était pas l'exception, c'était la règle. Même Cobra avec Sylvester Stallone a une BO incroyable. Et si vous croyez qu'une chanson peut pas avoir d'influence sur le nombre de gens qui vont aller voir le film, eh bien, vous êtes très naïf. Je sais pas si vous vous souvenez de Robin des Bois, Prince des voleurs avec Kevin Costner, mais je suis pas mal sûr que vous vous souvenez de la chanson de Bryan Adams. Un autre truc qui a disparu du cinéma actuel, les ados rebelles. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80, vous vous souviendrez tous de John Hughes, Pretty in Pink, Breakfast Club, 16 Candles. Oui, John Hughes. Rajoutez à ça des films comme Risky Business avec Tom Cruise, Ferris Bueller, Ça chauffe au lycée Richmond et Créature de rêve. Vous vous souvenez de Créature de rêve? Mais avant tout, je voudrais te beurrer le millefeuille. Pourquoi tu te crois obligé d'être si vulgaire? Apparemment, maintenant, les adolescents ne font plus partie de l'univers cinématographique. En tout cas, de l'univers cinématographique grand public. Moi, je suis pas spécialiste en démographie. Oui, je le sais, c'est dommage. Mais je dirais que si on fait pas des films pour les ados au cinéma qui traitent de sujets qui intéressent les ados au cinéma, ben les ados iront pas au cinéma. Puis dans 20 ans, il y aura plus d'adultes qui vont aller au cinéma non plus. C'est con comment ça marche, hein? Donc je vous le dis, si les ados arrêtent d'aller au cinéma parce qu'il y a plus de films qui leur parlent, les cinémas vont finir par fermer un jour. En plus, moi, je suis un grand fan d'encourager la rebellitude de nos adolescents. Ne regardez pas les films que vos parents aiment. Aimez d'autres genres de films. N'écoutez pas la musique que vos parents aiment. Aimez un autre genre de musique. Rebellez-vous, rebellez-vous, rebellez-vous. Si un vendredi soir, t'es à la maison en train de regarder The Voice avec ta maman et ton papa, t'es au mauvais endroit. Pense à ça. Oh oui, fais-moi un truc vraiment dégueulasse. Le prochain sujet est le plus simple à traiter et s'adresse directement au cinéma. Oui, le cinéma comme endroit. Améliorer notre expérience, s'il vous plaît. On vit à une époque où les cinémas ont atteint un niveau de technologie incroyable, OK? L'image, le son, impeccable. Pourquoi est-ce que c'est devenu une plaie d'aller au cinéma? Déjà, parce qu'il y a des cons. Ça, les cons, apparemment, on peut rien faire pour ça. Mais ça vous dirait pas d'engager des anti-cons dans vos salles de cinéma? Parce que si je paye le gros prix, j'aimerais ça avoir une belle expérience. Ensuite, est-ce que c'est un cinéma que vous opérez ou un restaurant? Faites un choix. Parce que l'odeur des nachos, ça a des limites. OK? Si vous voulez bouffer des nachos, allez dans un restaurant mexicain. Si vous voulez regarder un film, allez dans un cinéma. Pour enchaîner là-dessus, et surtout pour blâmer les cinémas encore plus, aller au cinéma à une époque, c'était une activité familiale, OK? C'était pas supposé te coûter le quart de ton salaire. Vous avez regardé les prix dernièrement pour aller au cinéma à 4 personnes? Non, mais ils pensent quoi? Qu'on habite tous en Suisse ou...
Pas de farce, c'est devenu un luxe d'aller au cinéma. Et c'est pas supposé d'être un luxe, le cinéma. Non, c'est un art populaire, le cinéma. En tout cas, les films grand public, le terme grand public veut tout dire. Faut qu'il y ait des gens pour aller le voir. Plus tes billets coûtent cher, ben moins il y a de gens, quoi. Je sais pas si vous suivez ma logique présentement. Mais une chose est certaine, si les prix changent pas au cinéma, on va arrêter de se poser des questions à savoir pourquoi les salles sont à moitié vides. Parce que peu importe la qualité de l'expérience, faut que tu puisses te permettre d'y aller, quoi. Et un dernier point sur les cinémas. Dans les années 80 et 90, t'avais encore des séries B qui sortaient au cinéma. Un concept totalement dépassé aujourd'hui, quoi. Donc, imaginez qu'un film comme Terminator de James Cameron, on l'aurait jamais eu à l'époque si les cinémas avaient eu la même mentalité qu'aujourd'hui. Il serait peut-être sombré dans l'oubli total ou fini sur la dernière rangée d'un vidéoclub ou, à notre époque actuelle, quelque part sur une plateforme de streaming. Ça aurait pas été dommage, ça? J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Continuons avec les super-héros. Je fais partie de la génération qui est devenue fou de super-héros avec les Batman de Burton et avec le premier Blade. On en voulait des films de super-héros, comprenez-vous? On se mettait à genoux, on priait le bon Dieu le soir en allant se coucher. Plus de films de super-héros, s'il vous plaît. Eh bien, en 2024, je m'excuse. Oui, on voulait plus de films de super-héros, mais on savait pas que ça irait jusque-là, quoi. Parce que là, trop, c'est comme pas assez. Parce que dans 10-15 ans, plusieurs de ces films-là seront réévalués, etc. Et on se rendra peut-être compte qu'il y a une chier de nanar dans ce qu'ils nous ont servi. Mais regarde, à l'époque, on en voulait, hein? Fin des années 90, on se disait, la technologie arrive, on va en avoir. Ça, pour en avoir, on en a eu. Juste pour vous dire, de mon vivant, il y a eu 3 Spider-Man. Et quand je dis de mon vivant, c'est j'avais l'âge d'aller au cinéma tout seul comme un grand garçon. 3 Spider-Man. Ils ont même eu le temps de faire un film où les 3 se retrouvaient ensemble dans le même film. C'est pour vous dire. Entre Sony, Fox, Marvel et DC, on a peut-être eu une 50aine de films de super-héros dans les 15 dernières années. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être que vous auriez intérêt, en tant que compagnie de production, à cibler et surtout à augmenter la qualité des films que vous faites. Comme Deadpool et Wolverine a fait 1 milliard cet été, je pense que je peux m'asseoir là-dessus, là. Non, ils sont pas cons non plus. Quand ils font du pognon, ils continuent de faire des trucs qui font du pognon. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Continuons maintenant avec un truc qui manque désespérément au cinéma moderne, des stars. Vous vous souvenez quand il y avait des stars de cinéma? On peut presque argumenter que maintenant, il en reste une seule, Tom Cruise. Elle est totalement terminée, l'époque où on allait voir un film d'Harrison Ford, on allait voir un film de Bruce Willis, on allait voir un Stallone, un Schwarzenegger, on allait voir un Julia Roberts, on allait voir un Tom Cruise, on allait voir un Brad Pitt. Ouah, cette époque-là est un peu finie, quoi. Maintenant, on va voir un Captain America, on va voir un Thor, on va voir un Hulk, on va voir un film qui regroupe plein d'acteurs qui sont plus connus pour le rôle qu'ils jouent que pour leur propre charisme ou leur propre qualité d'acteur, on va dire. Ça, c'est énormément problématique. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a rien pour vendre un film comme un acteur. Parce que la promotion d'un film, c'est important au succès d'un film. Et même si maintenant, on voit tous ces acteurs-là faire plein de trucs sur YouTube, de s'amuser avec des chiots dans un enclos, à manger des trucs super épicés pour nous faire rire, c'est apparemment pas ce qui fait en sorte que les gens se déplacent pour aller en salle. Oui, parce qu'avant, on avait des stars de cinéma qu'on connaissait pas. Vous connaissez le concept de admirer quelqu'un pour le travail qu'il fait sans connaître la couleur de ses slips? Non, parce que maintenant, c'est un concept qui n'existe plus. On doit tout connaître de nos stars. Et avec les réseaux sociaux, entre autres, ça fait en sorte qu'on sait tout sur tout le monde. Et maintenant, je dirais qu'on en sait trop. Je me fous totalement de ce que ces gens-là mangent au petit déjeuner. Non, mais ça me passe bien au-delà de la tête. Et bien que ce soit divertissant à les regarder, je me fous aussi de à quel point sont-ils capables d'endurer les épices. Passez moins de temps à faire ces conneries-là, plus de temps à lire des scénarios et à mieux choisir les scénarios qui vont faire des films dans lesquels vous allez jouer. Faire la promotion d'un film, c'est une chose. Transformer tout ce qu'ils font en human interest,
Je trouve que ça commence de plus en plus à sonner faux, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a plus des stars, parce que tout le monde a le sentiment qu'ils les connaissent à cause des réseaux sociaux. Je suis peut-être vieux jeu là-dessus, mais je m'en fous de ce qu'ils font de leur journée, là. Tant qu'ils font des bons films. Et maintenant, un autre truc qui doit changer, c'est que présentement, la production cinématographique est contrôlée par le Big Five. Ça, c'est 5 studios qui contrôlent plus ou moins 95% du cinéma qu'on voit. Souvenez-vous des années 80 et 90, des compagnies comme Orion, Touchstone, Canon. Ces compagnies-là, bien qu'il n'y avait pas les budgets des grands studios, prenaient des risques. Les grands studios, ils prennent pas de risques. Donc, le fait qu'on soit pas dans un monopole, c'est pas un monopole parce qu'ils sont 5. Ça ressemble vachement à un monopole parce qu'ils sont 5 aussi. Oui, parce que les 5 compagnies sont gérées de façon identique. Donc non, c'est pas un monopole, mais ça ressemble vachement quand tu commences à fouiller. Mais ces compagnies-là, le plus gros problème, c'est qu'ils prennent pas de risques. Ils basent leurs décisions sur des statistiques, sur du big data. Parce que nous autres, dans le fond, on est juste des data avec du pognon dans nos poches. Il y a bien sûr A24 ou Blumhouse qui sont des compagnies de niche, on peut dire, qui ne seront jamais capables de compétitionner avec ces grands studios-là, mais qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais on est encore loin de Canon et Orion. Parce que avec la mentalité des studios actuels, des films comme Robocop, et là je parle de Robocop, la version de Verhoeven, là, ne sortiraient jamais aujourd'hui. Non, ils en ont sorti un en 2014. Si vous voyez un lien avec la version de Verhoeven, expliquez-moi. Donc, ce manque de risque-là et cette mentalité de groupe-là du Big Five, ben, ça fait en sorte qu'on a souvent la même merde et les mêmes erreurs qui se répètent, peu importe quel studio sort un film. Ils ont aucune personnalité, ces studios-là. Hein. Ils sortent des produits similaires. On peut à peine distinguer. On distingue au logo, mais à part ça, c'est plus ou moins la même qualité de film ou la même qualité de merde, on va dire. Il n'y en a pas un de mieux que les autres. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Après, je suis pas anticapitaliste, OK? Ils ont le droit de vouloir faire de l'argent, puis c'est correct. Mais, à la base, ils sont aussi supposés de faire des films qui intéressent le public. Et pour faire ça, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils recommencent à prendre des risques. Parce que les bonnes idées viennent de la prise de risque, souvent. Refaire ce qu'on a vu 100 fois avec des reboots et des remakes et des sequels et des prequels, je pense qu'on a fait le tour du sujet, là. L'avant-dernier est peut-être le plus important de la liste. Arrêtez de faire des films pour tout le monde. La pire maladie du cinéma moderne, c'est de penser qu'ils sont capables de faire un film pour tout le monde. Vous vous souvenez de l'époque où il y avait des films pour les mecs, il y avait des films pour les femmes, il y avait des comédies romantiques, il y avait des films pour les jeunes, il y avait des films pour les ados, il y avait des films pour les enfants, il y avait des films pour la famille, il y avait des films d'auteurs, il y avait des films complètement débiles, il y avait des comédies aussi. Vous vous souvenez des comédies où on allait au cinéma pour rire en groupe? Ça, les comédies aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, ils font un film d'action qui doit être drôle pour tout le monde, avec de l'action, bien sûr, sans oublier des moments de tendresse, des moments dramatiques, et bien sûr, une fin qui garantit une suite. Et vous voulez savoir ce que les dernières années m'ont prouvé? C'est qu'à vouloir faire des films pour tout le monde, eh bien, vous faites du cinéma pour personne. Je l'ai dit plus tôt, mais c'est une maladie qui m'inquiète énormément. Cette idée-là, de penser que tu es capable de raconter une histoire qui va plaire à tout le monde, c'est pas un raisonnement d'enfant quelque part? Un adulte avec un minimum de maturité a pas compris que tout ce que tu fais ne fera pas plaisir à tout le monde? Non, je demande, c'est pour un ami. Sérieusement, avec les classements américains, je comprends des trucs, mais prendre un film qui devrait être pour les adultes et le modifier afin qu'il y ait plus de gens qui l'aiment, ben tu vas faire chier les adultes et tu donneras pas aux plus jeunes ce qu'ils veulent vraiment non plus. C'est vraiment ce genre de raisonnement-là qui tue l'intérêt de certains films, quoi. Et j'ai fait plein de navets qui étaient partis de bonnes idées, j'imagine, mais qui ont été complètement massacrés par les studios et leur intérêt d'avoir des films pour tout le monde. Ce qu'ils semblent pas avoir compris, et pour moi c'est le truc le plus simple, un bon film va avoir énormément de succès. La qualité prime sur l'audience. La qualité attire l'audience. Ah, je le sais, c'est un concept qui a de l'air vachement compliqué à comprendre. Il y a eu des époques au cinéma où on sortait n'importe quoi au cinéma, des films complètement tarés. Maintenant, on vit dans une époque beige. On n'a jamais autant eu de trucs beige de notre vie. Le problème avec le beige, c'est que tu t'écœures vite. Et je vous en prie, faut être cool.
Et le dernier point maintenant, et celui-ci est également très important, faites du cinéma, ne faites pas du contenu. Et la nuance est facile à comprendre. Il y a des trucs qui sortent sur les plateformes et il y a des trucs qui sortent au cinéma. Il y a des trucs qui sortent sur les plateformes qui auraient dû sortir au cinéma et il y a des trucs qui sortent au cinéma qui auraient dû être directement sur une plateforme. La grande différence du cinéma, c'est l'ampleur. Un film au cinéma, faut que ça soit grandiose. Tu le regardes sur un écran géant. Faut que ça t'éblouisse. Faut que ça t'émeut. Faut que ça te donne une expérience. Un film sur ton salon que tu regardes sur Netflix, Prime ou Disney, faut que ça te fasse passer le temps. T'as pas besoin de ce sentiment de grandeur-là. De toute façon, ça sera pas la même expérience qu'au cinéma. Ça, c'est certain. Mais le problème, selon moi, c'est que certains studios ne font plus la différence entre du contenu et du cinéma. L'idée de remplir une plateforme de contenu exclusif a fait en sorte qu'ils font n'importe quoi. Encore là, moi, je me plains pas parce que c'est un peu mon pain puis mon beurre, là, n'importe quoi qu'ils font sur ces plateformes-là aussi. Mais il faut revenir à une différence tangible entre le contenu et le cinéma. Pour vous donner un exemple, là, en musique, selon moi, Taylor Swift, elle fait pas de la musique, elle fait du contenu. Ah, je le sais, je vais me faire plein d'amis chez les Swifties. Mais au cinéma, c'est la même chose. Un film qui sort sur Netflix, 90% du temps, c'est pas du cinéma, c'est du contenu. C'est juste pour augmenter les stats de la plateforme pour avoir plus de gens qui vont passer plus de temps à regarder ce contenu-là. Donc, la prochaine fois que vous regardez un film, demandez-vous, est-ce que je regarde du cinéma ou du contenu? Restez positif quand même, hein? Donnez une chance aux coureurs. J'ai été arrêté et... Allô? En conclusion, je vous dirais que moi, je suis un énorme fan de cinéma. Je me considère même pas comme un cinéphile, je suis un fan de cinéma. J'aime le cinéma, j'aime regarder des films, j'aime aller au cinéma. Mais les dernières années ont été très difficiles. Et c'est un peu pour ça que j'avais fait la première vidéo et que maintenant, je fais la deuxième vidéo. Oui, parce que j'ai de l'espoir encore. Que voulez-vous, j'ai toujours été un rêveur. Mais faut croire qu'un jour ou l'autre, ils vont se rendre compte que le chemin qu'ils ont pris depuis une dizaine d'années ne fonctionne tout simplement pas. Les gens y adhèrent pas. Et les jeunes n'embarquent pas là-dedans non plus parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui vont au cinéma. Donc, s'il vous plaît, redonnez des lettres de noblesse au cinéma. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast, le lien est dans la description. Pour des heures et des heures de contenu exclusif, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe. Pas de pub, pas de censure. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et surtout, partager la vidéo parce que c'est ça qui aide l'algo vachement. En attendant, on se revoit la prochaine fois.